dans lequel des photographies de mineurs sont envoyées. Vous comprenez très vite ce qu'il se passe quand votre collègue vous signale le tirage d'autres photos sur la table de chevet de Michael. Vous êtes sur un cas plus important qu'un jeune geek dépressif prêt à en finir. Vous avez mis la main sur un réseau de pédopornographie. Après investigation sur les pièces à conviction, les résultats lanceront une opération nommée l'Araignée. Il s'agit de perquisitionner une agence qui se targue de développer les jeunes talents, ou plutôt les très jeunes talents. L'ordinateur de Michael Williams faisait mention de Brixley Talent Time. Le bâtiment est situé dans une rue gangrénée par la drogue et la pauvreté. Deux choses qui vont souvent de pair ici. Succinctement, vous prenez possession des lieux. Vous découvrez que le bâtiment est gardé par des hommes armés, notamment le gérant qui est un ancien militaire. Et, une fois le ménage fait, vous tombez sur des preuves accablantes. Perturbant les services publics. Stratégie plutôt classique. Le lendemain, Dewey est expressément chargée de distribuer des tracts pro-gouvernement à tous les usagers du péage. Elle touchera pour ça 10 roupies par flyer distribué. C'est une vraie aubaine. Avec le loyer dans 2 jours et la visite médicale dans 3, c'est exactement ce qu'il fallait. Dans les faits, certains acceptent et d'autres refusent. Ce bus, par exemple, qui transporte des manifestants, lui crache au visage presque. La journée se passe comme d'habitude. Certains négocient, cet agriculteur propose du troc, un passage contre un sac de riz, et Arrow finit par passer pour son travail. Cette fois, il transporte un manifestant. Il informe qu'il va rentrer tard ce soir parce qu'il veut voir comment se déroulent les manifestations. Dewey n'est pas vraiment à l'aise avec cette idée. Nous avons alors le choix de le laisser passer ou non. Bien sûr, ça changera radicalement les événements. Pour l'instant, laissons-le passer. Ce sont juste des manifestations pacifiques. Une fois rentrée, Cinta vient voir la péagiste. Elle est inquiète. Ah ben voilà quoi. Les Gaulois sont des barbares, ok, nous on leur apporte la civilisation. Attendez, ils ont même pas l'écriture. Faut pas déconner, on est quand même en 50 avant Jésus-Christ. Je suis désolé, c'est pas parce que les druides nous interdisent l'usage de l'écriture qu'on est des gros bouseux. Hein, il faut arrêter avec cette image de sauvage hirsute. Tenez, moi par exemple, j'ai jamais porté ce genre de moustache ridicule. Y a que nos paysans qui sont trop cons pour se servir d'un rasoir. Non mais faut pas croire, nous les nobles, on se rase aussi bien que les Romains. C'est comme ces histoires de casque à cornes, là, ou avec des ailes de piaf sur le côté, là. Je sais pas d'où ça sort, mais nous, on n'a jamais porté ce genre de truc. Les cornes, c'est bon pour les germains. Tiens, nous... c'est ça qu'on porte. Alors, quand même, ça a une autre gueule, hein? Hein? Les cheveux? Ah, non. Non, ça c'est nous, les cheveux, ça. C'est important, les cheveux. On incarne à la fois le docteur Zoidberg, crustacé médecin socialement inadapté et parfaitement incompétent. Mademoiselle, je suis un expert en humain. Veuillez ouvrir une bouche, n'importe laquelle, et dire... Et Bender, le robot cynique et alcoolique. L'énergie chimique recharge mes batteries à bloc. Et le cigare, c'est pourquoi? Ça me donne un côté classe. Et si sur Zoidberg, Bernard Tiffen est déjà impeccable, c'est vraiment sur Bender que le comédien brille de mille feux. Madame, vous faites sûrement erreur. Ah dis donc, elle est drôlement équipée, celle-là. Ça peut être les pensées de n'importe qui, grosse vache. Une voix comme celle de Tiffen, habituée aux frasques viriles et un poil beauf de certains Chuck Norris, c'était vraiment l'idée de génie pour jouer Bender. Son côté grave sert à merveille les moments séduction et souvent arnaque du personnage. Mademoiselle, permettez-moi de me présenter, je m'appelle Bender. Son côté rauque transmet à merveille son côté borderline. Mon cul c'est pareil, mais je le fais pas encadrer pour le mettre au mur. Et la gouaille du personnage est parfaitement retransmise à travers cet acteur qui, on l'a vu, a un sens de la punchline très développé. Il a été comprimé contre la paroi. Il est débile ou seulement moche? Ça me rappelle des tas de souvenirs. Ouais, bah tu les gardes pour toi, hein. Mais qui peut acheter tous ces trucs? Des abrutis pour les offrir à d'autres abrutis. Enfin, le décongelé Philip G. Fry, un peu fainéant, pas très malin, au caractère enfantin, idéaliste et fou d'amour de la belle Leila, est doublé avec brio par Alexis Thomasian. Pizza 12? Hello, I would like to order a pizza. Je viens livrer une pizza pour... Il s'est fait avoir. Non, c'est pas vrai. Alors j'avais 20 ans ou 22, je sais plus, et j'ai adoré ce mec-là. Ouais, j'ai adoré cette série, j'ai adoré ce mec-là. Ouais. C'est une des ça et Scrubs, c'est vraiment et Martin Mystère. Fry, je l'ai pris un peu comme ça, un peu
parigots. En gros, dans la culture télévisuelle, Scooby-Doo est déjà un repère. C'est un dessin animé qui fait un peu peur, mais pas trop. Il incarne parfaitement cette zone de confort où le danger n'est jamais réel et où les monstres finissent toujours par retirer leur masque et où, quoi qu'il arrive, l'amitié triomphe toujours. Mais encore une fois, le succès s'essouffle à nouveau. Les intrigues se ressemblent, les audiences baissent et même la formule avec Scrappy-Doo finit par retourner à la niche. C'est que, pour Hanna-Barbera, les années 80 s'annoncent très compliquées. Les enfants réclament autre chose, de l'action, des super-héros, des robots. Le temps où on pouvait simplement se poursuivre dans des couloirs semble totalement révolu. Et en 80, la série est même obligée de partager l'affiche avec Richie Rich, ce qui n'empêche pas le studio de retenter un retour aux sources en 1983, avec Mystérieusement Vôtre, signé Scooby-Doo. Cette fois, chaque épisode est divisé en 2 mini-aventures de 11 minutes. Les mystères s'enchaînent plus vite, le rythme est plus soutenu, et l'humour prend carrément le dessus sur l'enquête. Mais la vraie révolution viendra 2 ans plus tard, lorsque le studio ose un virage inattendu. Les 13 fantômes de Scooby-Doo, en 85.